d'assiduité. J'allais même oublier, je viens donc de lancer l'enregistrement là maintenant. Donc, pour le contrôle d'assiduité, il a été demandé donc d'utiliser Zoom. Avec Google Meet, cela n'est pas encore possible. Une autre information, à partir de la semaine prochaine, on va aussi organiser des sessions en présentiel à l'académie, toujours pour nous permettre de vous connaître. Hein. Vous n'allez pas rester en ligne jusqu'à jusqu'à ce qu'on vous inscrive à l'examen de certification. Donc, ces sessions en présentiel se passeront donc à Aqua, à l'académie à Aqua. Vous serez informé en temps opportun. Voilà donc les premières informations que je tenais à vous donner d'abord. Nous utilisons ici un compte Zoom basique. En fait, c'est toujours mon compte. Je n'ai pas pu le proroger, surtout que nous allons en congé. Ça ne sert à rien donc de proroger l'abonnement pour quelques jours seulement. C'est au retour en octobre que je vais donc le proroger. Ce qui veut donc dire que les réunions durent 30 minutes, 40 minutes. Donc après 40 minutes, nous prenons une pause, si vous voulez, une pause forcée. Et au retour, je vais vous envoyer encore un autre lien sur, toujours à travers le groupe WhatsApp. Vous allez cliquer pour vous connecter à la nouvelle réunion. C'est donc important d'avoir votre groupe WhatsApp toujours en marche. Je vous avais dit que c'est notre canal de communication durant cette formation. Alors, je vous prie de couper vos microphones. Je ne dois pas éteindre suspendre la projection pour basculer à l'interface Zoom, couper le micro avant de revenir. Soyez un peu disciplinés. Vous devez déjà le savoir. Il y en a qui continuent encore avec des microphones éteints. Ça nous donne n'importe quoi. Hein? Sachez que j'ai la possibilité de vous éjecter de la salle de cours. OK? C'est même en raison de cette indiscipline que nous avons vu la dernière fois que nous voulons quand même des sessions en présentiel, en plus de ces sessions en ligne. Je crois que la formation, le travail en ligne va dominer tout au long de cette formation, mais nous voulons aussi quelques sessions en présentiel. Et là, il faudra vous apporter toujours vos machines, naturellement. Nous, en présentiel, nous ferons essentiellement les travaux pratiques, ce qui ne veut pas dire que nous n'en ferons pas en ligne. La formation se fait essentiellement en ligne. Alors, s'il y a des questions, naturellement, vous pouvez envoyer un message. Comme ça, à la pause, je vais regarder. D'accord? Ou bien, dans le cas urgent, c'est-à-dire si ça porte effectivement sur le sujet que je suis en train de présenter, vous pouvez toujours donc ouvrir le micro, lever la main. Hein? Vous avez une rubrique là qui vous permet de lever la main dans Zoom. Alors, je vais donc commencer le premier module de cette formation. Je vous avais dit qu'il y en a 36 à peu près. C'est Introduction aux médias de transmission. Les modules ont la même structure. Il y a une introduction qu'on appelle ici forward, c'est-à-dire préface. Et à la fin, vous avez une sorte de résumé à travers quelques questions. Après le forward, vous avez des objectifs. Donc, je dis introduction, objectif, et à la fin, donc, le résumé. Quand vous étudiez un module, vous lisez le contenu que vous avez dans votre document de formation, vous devez utiliser les trois là comme boussole. Qu'est-ce qui a été annoncé dans l'introduction? Est-ce que j'ai compris les différents points importants qui ont été évoqués dans l'introduction? Qu'est-ce qu'on a présenté au départ comme objectif du module? Regardez ici par exemple. Parfois, c'est le nombre d'objectifs, en fait, le nombre de points évoqués en tant comme objectif n'est pas élevé, mais il faut s'orienter à cela
J'ai dit donc, vous prenez cela comme boussole pour savoir si vous avez compris, si vous avez emporté quelque chose du module ou pas. Les réponses aux questions de la fin sont quelque part, en sont aussi dans le document. Ça, c'est clair. Il est question pour vous de voir si ça colle avec ce que vous avez compris au cours des explications. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours poser des questions et on revient dessus. Dans le premier module, Introduction aux médias de transmission, nous passons directement à la préface que je vais appeler Introduction tout au long. Establishment of an enterprise network requires a fundamental understanding of general networking concepts. These concepts include knowledge of what defines a network, as well as the general standards of technology and physical components that are used to establish enterprise networks. And understanding of the underlying network communications and the impact that such behavior has on the network is also paramount to ensuring performance effective implementation. Alors, nous allons souligner quelques points là. Attendez, je prends l'encre rouge. OK. Donc, établir un réseau d'entreprise nécessite une compréhension fondamentale des concepts généraux des réseaux. Voilà le premier point. Une compréhension fondamentale des concepts généraux du réseau. Ces concepts comprennent, entre autres, ce qui définit un réseau, les standards de technologie réseau et les composants physiques, on pourrait dire les équipements. Ça va là de la petite carte réseau à un routeur de backbone, n'est-ce pas? Donc, les standards, les composants physiques qui permettent de construire un réseau. Comprendre aussi comment la communication se passe en réseau. Network communication. Et l'impact que la façon de communiquer a sur le réseau représente aussi un objectif important pour l'implémentation ou la construction des réseaux. Je crois que c'est compris. Le module introductif. Passons aux objectifs. Upon completion of this session, you will be able to explain what constitutes a network, identify the basic components of a network, describe the primary mechanisms for communication over the network. Je crois que ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Donc, au terme de ce module, vous devez être capable d'expliquer ce qui constitue un réseau. Qu'est-ce qu'un réseau? En fait, répondre à cette question-ci. Identifier les composants de base d'un réseau et décrire les mécanismes primaires pour la communication à travers le réseau. Je crois que ce sont des objectifs clairs, n'est-ce pas? Je vous avais demandé lundi de lire les modules que l'on va aborder avant d'arriver. Vous avez les explications dans vos documents, dans votre document de formation. Donc, quand je présente, je vais passer d'une diapositive à l'autre. Si vous avez eu à noter quelque chose sur la page où vous signalez quelque chose que vous n'avez pas compris, qui n'a pas été clair. Effectivement, vous lisez, vous notez, vous soulignez des choses. Ici, vous suivez des explications qui devront vous permettre de comprendre davantage. D'accord? Vous n'avez pas le son. Est-ce que c'est le cas? Je ne crois pas que ce soit le cas pour les autres. Il y a quelqu'un qui dit moi aussi. D'autant plus que ceux qui ouvrent leur microphone là, ça fait du bruit dans mon casque directement. Ça veut dire que c'est un problème de votre connexion réseau. Je suis en train de parler alors qu'ils disent qu'ils n'ont pas de son.
Alors, ce que je veux dire, attendez, j'envoie un message écrit. Ceux qui n'ont pas de son, ceux qui n'ont pas de son peuvent se déconnecter et se reconnecter. Donc, il faut que j'écrive, puisqu'ils disent qu'ils ne m'entendent pas. Donc, dans cette situation-là, vous essayez de vous déconnecter et vous vous reconnectez à nouveau. D'accord? Mais je dis, moi j'ai le retour, surtout que ce qui vient de vos microphones, ça passe normalement. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de son, c'est dû à sa connexion ou bien à son dispositif là-bas. Avant la réunion, vous devez tester d'abord votre microphone. Il faut que votre microphone fonctionne même d'abord autour de l'ordinateur pour pouvoir vous permettre de communiquer après. D'accord? Ok, j'espère qu'ils vont résoudre ce problème technique rapidement et nous retrouver. Nous allons continuer. Alors, la mise en réseau commence par la création de canaux physiques entre les équipements qui doivent communiquer entre eux et qu'on va appeler donc les nœuds du réseau. OK? Un canal physique se crée sur ce qu'on appelle le médium de transmission, ou bien c'est écrit ici médium physique de transmission. D'accord? Par la suite, nous allons regarder rapidement les différents types de médias de transmission qui ont été utilisés en réseau jusqu'ici. On dit un médium de transmission et des médias de transmission. Alors, les équipements ainsi reliés entre eux sont appelés les stations réseau. D'accord? Nous avons dans le cas ici ce qu'on appelle les stations terminales, c'est-à-dire les stations qui peuvent être source et destination de l'information. C'est-à-dire qui peuvent être source et destination de l'information dans le cadre de la communication en réseau. Le contraire, c'est ce qu'on appelle les stations de transit, les nœuds de transit qui vont être ici à l'intérieur, en fait, à l'intérieur du réseau, c'est-à-dire donc intermédiaire entre les stations terminales. D'accord? Sur cette diapositive, vous avez la configuration minimale qu'il faut pour une communication. Nous avons, le titre c'est quoi? Simple Point-to-Point Ethernet Network. C'est-à-dire donc quoi? Vous avez deux équipements qui ont des cartes réseau. Je dis que je vais éjecter ceux qui continuent de nous troubler avec leur microphone ouvert. Attendez, je regarde encore ces messages. Je ne sais pas si c'est activé le haut-parleur. Monsieur déjà fait, mais toujours pas de son. Mais qu'est-ce que je dois encore répondre à cela? Donc, je vais lui tout simplement, le problème se trouve à son niveau. Ce n'est pas, le problème se trouve à votre niveau. Alors, envoyez-moi un message à cet individu qui a le microphone ouvert et qui, vous lui dites d'arrêter, de couper vite son microphone. Je dois me concentrer sur la présentation et non sur la gestion donc des participants désordonnés. Ok. Normalement, je voudrais que l'atmosphère reste celle d'une salle de classe, même comme on est en ligne. C'est pourquoi je vous laisse toujours la possibilité de gérer vos microphones. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous avez
une question à poser, que je ne vienne plus ouvrir le microphone pour vous, que vous puissiez le faire rapidement. Mais avec ces gens qui ne peuvent pas être un peu disciplinés, je viens de couper donc pour tout le monde. D'accord? Ok, je vais continuer avec la présentation ici. Je disais donc que ce qui est présenté, c'est la configuration minimale pour avoir un réseau ou bien pour permettre aux équipements terminaux de communiquer. Nous avons donc ce qu'on appelle une liaison point à point, c'est-à-dire que liaison directe entre deux équipements terminaux ou bien deux stations terminales. C'est le cas ici, par exemple, vous avez deux ordinateurs qui ont chacun une carte Ethernet. Alors, vous prenez un câble croisé, vous reliez les deux cartes réseau et les deux machines peuvent désormais communiquer entre elles. Nous passons donc au premier type de médium de transmission utilisé au début des réseaux locaux, notamment les câbles coaxiaux. Il s'agit de câbles en cuivre. D'accord? Le nom vient de la disposition des deux conducteurs. Vous voyez ici le premier conducteur, il est au centre. Hein? Ça, c'est le câble. Voici le connecteur BNC. On l'a appelé le connecteur BNC qu'on a utilisé pour la technologie Ethernet, notamment BNC. D'accord? Alors, je dis, vous voyez ici cette tête. C'est le conducteur, le premier conducteur, le conducteur central, comme on l'appelle. Vous voyez ici sur le connecteur, le voici. Et le voici au niveau du câble, le voici là. Le deuxième conducteur, c'est ce tissu métallique. Tissu métallique, ça veut dire qu'il est creux. Il entoure l'isolant. Parce qu'après le conducteur, premier conducteur, vous avez l'isolant. Et après cet isolant, vous avez donc le second conducteur là qui a la forme d'un tissu métallique. Il s'agit de câbles en cuivre. Je dis c'est métallique, c'est du cuivre. Voilà l'autre information. OK? Et la première version de Ethernet a utilisé, ou bien les premières variantes de la technologie dominante Ethernet ont utilisé le câble coaxial. Et pour cela, il y a eu deux normes, le 10 base 2 et le 10 base 5. D'accord? Alors, vous devez comprendre cette codification qui est restée jusqu'aujourd'hui. Le 10 là représente la vitesse de transmission. Le 10 là. Je vais mettre là. 10 base 2. Et vous avez 10 base 5. Donc, le nom de la norme codifie trois choses. D'abord, la vitesse de transmission qui est ici 10 mégabits par seconde. Donc, quand vous voyez 10 là, ça veut dire c'est 10 mégabits par seconde. 10 mégabits par seconde. D'accord? Le base veut dire que c'est transmission en bande de base. Je n'ai pas besoin d'écrire. Hein, que la transmission se fait en bande de base pour ceux qui ont fait télécommunication. Le contraire de la bande de base, c'est quoi? C'est modulation. D'accord? En bande de base veut dire que le signal est injecté dans le médium avec les fréquences de départ. Le signal est injecté dans le médium avec les fréquences de départ. Contrairement à la situation de modulation où on change les fréquences ou bien la plage de fréquences du signal avant de l'injecter dans le médium. Et la dernière information, c'est désigne la variante, le 2 là, ou bien le 5. Hein, nous allons voir cela, vous avez 2 et 5. Alors les détails ici, vous avez le 2. Ça veut dire quoi? Il utilise le câble fin. Donc vous avez thin coaxial. Thin coaxial. Donc le câble coaxial fin, c'est ça qui est représenté ici avec le connecteur BNC. OK? Et
La conséquence pour la performance se trouve notamment au niveau de l'étendue du réseau, l'étendue qu'on peut couvrir avec un réseau de cette norme-là. Vous voyez ici, c'est 185 mètres, la distance entre les stations les plus éloignées. Okay? La deuxième variante, c'est un base 5. Le 5, là, c'est quoi? Thick coaxial cable, câble coaxial épais. D'accord? Câble coaxial épais. Avec cette variante, on peut atteindre une distance plus élevée, c'est-à-dire que le réseau peut avoir une couverture plus grande que ce que nous avons avec le Thin Wire, notamment 500 mètres. Okay? Il faut qu'on se comprenne bien. Attendez, je reprends, je vais dessiner. Ok, ok, dessin. Il ne réagit pas aussi. Ok, je crois que cette fois-ci, ça va. La distance, c'est ça. Quand vous construisez votre réseau, quelque part, vous avez ici la station à l'est, la première extrémité et la station à l'autre extrémité. D'accord? On dit, la distance que vous voyez là, c'est la distance qu'on ne doit pas dépasser entre les stations extrêmes. C'est-à-dire entre la station à cette extrémité et la station à l'autre extrémité du câble. Ainsi, il faut ajouter que la topologie sur le câble coaxial ou bien pour les réseaux basés sur le câble coaxial a été toujours la topologie du bus. Je regarde encore les messages là, toujours pas de son. Vous faites ça comment et tout le reste? Et quelqu'un dit il faut parler à haute voix. Je crois que je parle suffisamment à haute voix. Et je crois que c'est le niveau qui avait été aussi réglé depuis. J'ai contrôlé mon dispositif. C'est le même que nous avons utilisé pour l'autre session de formation. D'accord? Donc, vous regardez, cherchez le problème d'abord à votre niveau. Je suis en train de parler à haute voix. Regardez le volume de votre système. Vous avez compris? Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent quand même bien? Essayez de m'envoyer un OK là. Vous avez une possibilité ici au niveau de réaction, juste pour dire que c'est bon. D'accord? Donc, ceux qui ont des problèmes doivent regarder ça, doivent chercher ça à leur niveau, au niveau de leur système. Si vous avez étouffé le volume de sur votre système, vous n'allez pas m'entendre. Vous avez compris? OK. Donc, certains confirment que le volume est bon. Donc, nous avons continué. OK? OK. Nous allons donc passer au prochain médium. C'est la paire torsadée. Mhm. Non, c'est le câble dominant aujourd'hui pour les réseaux locaux. Vous voyez ici la structure d'un câble à paire torsadée. Voilà ce qu'on appelle les paires torsadées. Vous avez ici une, deux, trois et quatre paires torsadées. C'est ce qu'on rencontre en général. En général, d'accord? Les câbles ont généralement quatre paires torsadées. Emballé ici, vous voyez le manteau externe que vous avez l'habitude d'avoir. Et vous avez ici le connecteur RJ45 qui va avec les câbles à paire torsadée. Voici la vue de dessus et voilà la vue de dessous. Vous voyez ici les différents conducteurs. Si vous comptez, vous allez avoir ici 8 traits, 8. Donc, pour les 8 conducteurs, chaque paire a 2 conducteurs.
2 fois 4, ça fait donc 8 conducteurs, n'est-ce pas? Donc, vous devez avoir ici 8 conducteurs. Okay? Alors, nous avons beaucoup de normes Ethernet ou bien de variantes de Ethernet basées sur la paire torsadée. Vous voyez la même codification que je viens de vous expliquer. Vous voyez base partout, c'est-à-dire que la technologie Ethernet utilise toujours la transmission en bande de base. Pour chaque variante, vous devez connaître les détails. Okay? Le T, ça c'est la première variante de Ethernet qui a permis d'utiliser les paires torsadées pour cette technologie, qui a permis donc d'utiliser. Alors, le message qui s'est affiché là, j'espère que vous l'avez enlevé. Ça va chez tout le monde maintenant, j'espère. Il affiche encore sur mon écran de contrôle. OK. Bon, j'ai accepté. On va continuer. Là, ici, on peut utiliser, avec cette norme, on peut utiliser 3 catégories de paires torsadées. La catégorie 3, la catégorie 4, la catégorie 5. D'accord? Il faut dire que les catégories 3 et catégorie 4 ont disparu depuis. Vous n'allez plus les rencontrer. À partir du moment où la catégorie 5 est devenue économiquement disponible ou bien économiquement accessible, on n'avait plus de raison de réaliser les câblages avec des catégories inférieures. OK? Vous avez ensuite 100 base TX. 100, vous voyez, on est à 100 mégabits par seconde, c'est-à-dire donc on est dans la technologie Fast Ethernet déjà. D'accord? Et avec le TX, la technologie utilise 2 paires, donc 2 comme cela. Quand vous avez donc fait un câblage avec un câble à paire torsadée qui a 4 paires, dès que vous pouvez connecter 2 machines comme cela sur un câble, notamment sur la prise murale. Si vous avez déjà regardé dans les entreprises ou bien je ne sais où, vous voyez les prises jumelles au mur. D'accord? euh, Quand vous serez à quoi, essayez de voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, vous voyez les prises jumelles, c'est-à-dire avec 2 places pour le connecteur RJ45. C'est qu'on a un câble avec 4 paires derrière et sur chaque prise, donc chacune des prises jumelles, on connecte 2 paires comme cela, 2 paires et ça fait 2 prises jumelles. D'accord? Alors, vous avez le 1000 BST. Là, on est déjà dans le gigabit Ethernet, c'est-à-dire 1000 mégabits par seconde. Okay? Euh, pour cela, il faut 4 paires. Donc, si vous avez un câble comme cela, c'est une seule prise. Si vous voulez faire du 10 BST, c'est-à-dire du gigabit Ethernet, conformément à cette variante, parce que ce n'est pas la seule norme pour le gigabit Ethernet, vous devez occuper toutes les 4 paires sur une seule prise. Et il vous faut de la catégorie 5 améliorée, extended, quelque chose de ce genre. Et vous avez vu au niveau de la distance avec les paires torsadées, c'est toujours 100 mètres. OK? On ne doit pas dépasser 100 mètres entre les stations les plus élevées. D'accord? Voilà, ici, là, 100 mètres, quel que soit ce que vous avez pour ces variantes affichées là. Alors, nous avons encore 5 minutes avant que l'interruption. Je vais passer à la fibre optique. La fibre optique, c'est le médium, mais quand on confectionne, quand on arrange, ça devient le câble à fibre optique. Est-ce que c'est clair? Le câble, qu'est-ce que je dis? La fibre optique, c'est le médium, c'est-à-dire le matériau physique. Quand on a confectionné tel que vous voyez là, c'est un câble à fibre optique. Il y a un nombre impressionnant de connecteurs pour la fibre optique, les ST, les SC, ainsi de suite. Il faudra chaque fois
en fonction des exigences que vous avez, savoir quel type de fibre optique vous allez utiliser. Et naturellement, une fois le choix du type de fibre optique effectué, vous avez donc une certaine des limitations aussi au niveau des conducteurs. Qu'est-ce que je dis? Au niveau des connecteurs. Alors, prenons la première variante qui est 10 base F, d'accord? Vous utilisez ici deux brins. Cette variante utilise deux brins de fibre optique et peut aller jusqu'à 2000 mètres. D'accord? Vous voyez, 100 base FX, deux brins de type multimode qui peut aller aussi jusqu'à 2000 mètres. 1000 base LX, là, nous sommes dans le domaine du gigabit Ethernet. Et on passe à la fibre monomode. OK? Donc, monomode ou multimode pour aller jusqu'à pour une distance entre 316 et 5000 mètres. Alors, la distance la plus élevée, c'est avec la fibre monomode et les distances inférieures, c'est sur les fibres multimode. D'accord? Et vous avez 1000 base SX, donc sur les fibres multimode, toujours pour une petite distance. D'accord? Vous savez que la fibre monomode est supérieure en performance ou bien de qualité supérieure aux fibres multimode. Donc, ça ne vous étonne pas qu'avec la fibre multimode, on atteint des distances plus élevées que ce qu'on peut atteindre avec les fibres multimode ou la même technologie. Autre chose, vous voyez, quand la technologie, quand la vitesse de transmission augmente, on est obligé de perdre ici au niveau de la distance couverte. D'accord? Si vous prenez seulement le monomode, vous avez 10, on peut aller jusqu'à 2000 mètres. 100, on peut encore aller jusqu'à 2000 mètres. Mais ici, avec 1000 mégabits par seconde, si vous faites cela sur une fibre multimode, vous allez avoir de très petites distances. D'accord? Donc, c'est toujours un compromis entre performance de transmission et qualité donc, et distance couverte. Voilà donc pour ces premiers médias de transmission. Y a-t-il des questions de votre part? Parce que nous allons passer à une nouvelle réunion. C'est aussi ça. Cette fois-là, il faudra que vous vous connectez rapidement pour que l'on puisse travailler pendant 40 minutes. D'accord? Ok, je prends rapidement s'il n'y a pas de questions. Les câbles de connexion série. En réalité, la connexion série dans le réseau se rencontre sur ce qu'on appelle les interfaces série, c'est-à-dire pour la transmission, pour les lignes de transmission sur la grande distance et pour connecter généralement euh, le poste de travail de configuration à l'équipement. En fait, j'ai déjà utilisé le terme configuration. Lorsque vous voulez vous connecter à un équipement neuf, par exemple, pour le configurer avant de le mettre en service, on a besoin donc de l'interface série. Voilà donc les deux situations dans lesquelles euh, euh, les câbles série interviennent en réseau de nos jours. Nous passons à l'encodage de données. Mais je dis donc que ce sera après la reconnexion. Non, il continue. Je ne sais pas si c'est en fait 40 ou 45. Je vais donc essayer. euh, J'espère que c'est 45. Ok, allons-y.
Euh, le prochain titre, c'est Signal Data Encoding, c'est-à-dire encoder les données sur le signal. Nous avons dit dans le médium de transmission, les données ou bien informations que l'on transmet, que l'on veut communiquer, sont transportées par les signaux. Voilà le cas ici, par exemple. Ça, c'est le signal. Regardez son allure. On va comme ça. Alors, vous voyez qu'il bascule entre deux valeurs. Nous n'avons pas de référence ici. Dans le cas le plus simple, ceci peut être la valeur 0 du signal, par exemple 0 volts. Et ici, la valeur peut être plus 5 volts. D'accord? Mais on utilise aussi les signaux bipolaires, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ici moins 2 volts, c'est pas facile d'écrire, plus 2 volts, et ici, ça c'est moins 2, je dis ici là, vous avez moins de 2 volts dans le cas de l'utilisation de signal bipolaire. OK? Nous reviendrons sur le codage ligne parce que ce qui est fait ici, c'est ce qu'on appelle le codage ligne ou bien l'encodage ligne, c'est-à-dire imprégner les données, les 0 et les 1 qui arrivent sur les signaux qui sont transmis dans le médium de transmission. D'accord? Avant cela, il y a ce qu'on appelle la représentation interne de données sur la machine qui est connectée là. D'accord? La question c'est que représentent les 0 et les 1 que vous avez la suite de 0 et 1 là. Ça représente une certaine information. Comment est-ce qu'on obtient cette information? Sur la base de la norme de représentation interne utilisée. Si c'est par exemple ASCII ou bien une autre norme. ASCII, vous connaissez très bien. C'est ici. ASCII, il y a aussi quoi aujourd'hui? Unicode, je crois, c'est le plus utilisé aujourd'hui, qui peut permettre d'avoir les symboles de toutes les langues du monde, hein, l'Unicode. Ok, vous voyez donc ici une portion ou bien un bloc de des suites binaires qui sont ainsi transmises vont représenter de l'information. Nous avons ici le cas simple où il s'agit de la représentation des valeurs numériques. Un bloc de 4 zéros, ça fait le 0 que nous connaissons. 0, 0, 0, 1, ça fait le 1, ainsi de suite. Okay? Naturellement, le A aussi, qu'est-ce que j'ai dit? Le A aussi, la lettre A a son code aussi. Dans la représentation interne, tous les symboles disponibles ont des codes comme nous avons ici. ASCII, c'est 8 bits. L'autre question, c'est la longueur de représentation, la longueur du bloc de représentation d'un symbole. Okay? Prochain titre. La notion de collision. Qu'entend-on par collision? La collision, c'est la rencontre entre des signaux différents sur le médium de transmission. On dit qu'il y a collision lorsque des signaux différents se rencontrent sur le médium de transmission. Le problème, c'est que cette rencontre conduit à la destruction des deux signaux. Ça, c'est un problème de la nature électrique. On vit cela dans la transmission électrique. OK? Vous avez ici un bus qui est un câble métallique. OK? Et chacun peut donc injecter le signal. Nous allons apprendre qu'il y a des règles pour éviter cela. Donc, chaque station peut injecter un signal sur le médium. Ce qui est représenté ici, c'est cette station, appelons-la A, qui a généré un signal. Et le signal, la station D a aussi généré un signal. Voilà comment il se propage et les deux se rencontrent ici. Il y a donc collision
et ça provoque la destruction des deux signaux. Avec les réseaux, quand nous allons aborder les équipements, nous allons parler des domaines de collision. Le domaine de collision, c'est l'étendue sur laquelle la collision peut se produire. Okay? L'étendue du réseau sur laquelle une collision peut se produire. Et nous allons apprendre que cela dépend des équipements utilisés. Si on utilise le type d'équipement utilisé. Okay? Avec les switches, si nous sommes dans une zone faite uniquement de switch, alors c'est une zone de collision. Par contre, dès qu'on place un routeur, le routeur coupe la zone de collision. Okay? Une collision ne peut pas se produire entre des signaux issus des interfaces différentes d'un routeur ou bien issus des réseaux connectés à des interfaces différentes d'un routeur. D'accord? Nous allons continuer jusqu'à ce qu'il nous coupe. Prochain titre, les modes de transmission. C'est comme ça qu'on appelle en général les modes de transmission. Un mode de transmission indique la simultanéité avec laquelle, ou bien décrit la simultanéité avec laquelle l'échange a lieu entre, ou bien dans les deux sens de communication. Je dis bien la simultanéité avec laquelle l'échange a lieu dans les deux sens de communication. Alors, quand on distingue le mode semi-duplex, la communication peut se passer dans les deux sens, mais jamais en même temps. C'est-à-dire que lorsque la communication est en train de se produire dans ce sens, ce n'est pas possible que l'autre sens soit aussi actif. Okay? Donc, quand cette machine est en train d'envoyer, joue le rôle d'émetteur, l'autre est uniquement euh, réceptrice ou bien destination. D'accord? Par contre, quand c'est le mode duplex complet ou bien full duplex, la communication peut se faire de façon simultanée dans les deux sens. Avec les modes de transmission, on distingue aussi le mode série et le mode parallèle. Vous pouvez voir, ça n'a pas été évoqué ici pour dire que peut-être ce n'est pas très important pour le programme de votre formation, mais j'ajoute que les modes de transmission comprennent aussi le mode série et le mode parallèle. Alors, nous arrivons au terme de ce premier module, heureusement. J'avais dit qu'après la pause de 10 minutes, nous allons prendre le module suivant. Alors, je vous ai dit qu'il y a un résumé sous forme de questions. Première question, which forms of cabling can be used to support gigabit Ethernet transmissions within an enterprise network? Nous avons vu un bon nombre de variantes. Vous regardez les variantes où il y avait le 1000 base X ou bien ainsi de suite. D'accord? Mais ce n'est pas toutes les variantes là-bas. Il faut aussi indiquer davantage le type de média utilisé. Gigabit Ethernet peut bien se réaliser sur les câbles à paire torsadés comme sur les fibres optiques. Voilà les deux médias de transmission utilisés. What is a collision domain? Je crois que j'ai donné une définition. Essayez de la confronter avec ce que vous avez dans la documentation. And what is the purpose of CSMACD? Donc, c'est une méthode d'accès au médium. Je dis bien méthode d'accès au médium qui intègre un mécanisme de détection de collision. Le CDVD, Collision Detection. Vous avez lu sur la diapositive tout à l'heure, l'avant-dernière, qu'il faut intégrer un mécanisme de collision pour résoudre le problème de l'occurrence de collision pendant la transmission. D'accord? Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Le premier volet décrit comment
on règle l'accès au médium pour les différentes stations en vue de prévenir les collisions. On règle l'accès au médium en vue de prévenir les collisions. Mais vous allez apprendre que malgré cela, malgré cette mesure de prévention, il reste quand même une probabilité qu'il y ait collision. Raison pour laquelle on associe, on intègre à la méthode un mécanisme de détection de collision. Nous reviendrons dessus en parlant notamment des équipements comme les switches qui permettent aujourd'hui de construire les réseaux locaux. Donc, nous sommes à la fin de ce module. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre part. Si ce n'est pas le cas, nous allons prendre une pause de 10 minutes. Mais pour vous, c'est l'occasion de passer en revue ce que j'ai dit et ce que vous avez, de confronter cela avec ce que vous avez dans votre manuel de formation. La pause, ce n'est pas pour aller, surtout après moins d'une heure. Ok? Ce n'est pas effectivement pour aller dans la cour de récréation, entre guillemets. Y a-t-il des questions de votre part? Alors, si ce n'est pas le cas, on se retrouve dans 10 minutes, c'est-à-dire exactement à 10 heures.